Les bails, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec des hommes. Je suis avec monsieur Sumboy du média Histoire Crépue. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu vas bien? Bonjour, ça Ça va. va. Oui, Je te suis et je te reçuis. merci. Magnifique boulot. Moi aussi, je te suis. Magnifique boulot. Merci, mon ami. Monsieur Franck du média Décolonisons-nous. Merci de m'inviter. Merci, mon frère. C'est un honneur. J'entendais parler de Pareil. toi, des gens qui me disaient oui, ça serait bien qu'on se rencontre. Mais finalement, on s'est rencontrés. Et dans des bonnes conditions en plus. Exactement, dans le 91 là-bas. Tu m'as dit un tel, c'est mon gars, c'est de ma famille. J'ai dit lui aussi, il est de ma famille. Je suis noir, mais on est tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça va? Très bien. Tranquille. Très bien. À ma gauche, un homme qui est, comment dire, fait beaucoup polémique, surtout dans les groupes WhatsApp. Alors, j'en perds mon micro même carrément, tu vois. On est là, on débat, on dit, hey, et mes gars du CDR à Grigny seront contents. Parce que je suis avec Lenny Bunga. Bandidos. Comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? C'est ça. Merci pour l'invitation. Humoriste panafricain. Exactement. Grande dédicace à la présidente des Immatures qui nous a mis en contact. Big up à elle. Parce que quand je lui ai dit, elle m'a dit Lenny, j'ai dit, hey, lui là, j'essaie de l'attraper depuis sur les réseaux, j'y arrive pas. J'ai failli arriver à ton spectacle pour te dire, mon gars, c'est comment? Tu vois? Un peu comme on fait à la grignoise, là. Tu viens ou c'est comment? RERD, c'est quoi? Tu Regarde, je suis là. vois, ça va. En tout cas, merci à toi d'être là. Non, merci à toi. Monsieur Audry Cosmo Holt, c'est pour ta deuxième invitation, car ta première invitation, tu étais venu pour l'émission Qu'est-ce qu'être un Congolais? C'est ça. Salut, Booba, alias Boobatman. Ah oui, je le dis maintenant. Merci de m'avoir invité. Hein. On est là, on va discuter tranquillement. À la base, je t'ai dit, viens regarder. Ouais, Finalement, passager clandestin. je t'ai dit, viens regarder de plus près, car je connais tes compétences, je connais ton potentiel. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Merci. Ouais, comme dans Dragon Ball Super, tu es en mode ultra instinct. Et moi, je le sais, mon frère. On va débattre autour du thème suivant. L'histoire a-t-elle été écrite par les vainqueurs? Qui veut prendre la parole? Qui prend la parole? Oui, qui veut prendre la parole? Lenny, tu veux commencer? Si tu veux, je t'en prie. Moi, quand j'entends cette phrase, ça me fait penser à la phrase de Myriam Makeba, qui dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ils sont venus, ils ont vaincu, ils ont écrit. Ne vous attendez pas à ce que les gens qui nous ont envahis racontent la vérité sur nous. Et pour moi, c'est clairement ça, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt aux gens qui ont vaincu de raconter une vision globale de l'histoire, une vision universelle de l'histoire, parce que ça les arrange pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux, que ce soit un intérêt économique, soit un intérêt historique. Tu sais, souvent on dit faut laisser le passé au passé, mais moi je réponds pourquoi il y a des cours d'histoire dans ce cas-là? Oui, c'est une très belle réponse. Monsieur Franck. Clairement, déjà, j'appuie à 100% ce qui a été dit. Merci. Je suis pas d'accord. Ah putain, ça commence. Non, mais en vrai, l'histoire, elle a été écrite par toutes les parties, mais on peut dire qu'elle a été aussi cachée et effacée, effectivement, pour un certain conditionnement qui fait que un système puisse se maintenir, finalement, et un système hérité de cette histoire-là, quoi. Donc, il y a une conscience qui doit être incomplète, et du coup on a une histoire qui est tronquée finalement, et on ne voit pas les rapports de force qui aujourd'hui opèrent, et qui fait qu'il y a une certaine organisation, et notamment raciale, de la société, surtout en France, quoi. Rappelons que tu as sorti un ouvrage il y a peu, Ouais. Décolonisons-nous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors c'est un ouvrage qui est issu finalement de mon travail sur le compte Instagram du même nom, Décolonisons-nous, que j'ai tenu pendant 3-4 ans de manière anonyme. Et là, après, j'ai été approché pour faire, on va dire, la transformation de ce travail en bouquin. Et il est sorti là, début du mois d'octobre, chez les éditions J.C. Lattès. Donc ça va parler justement de tout ce qui est conscientisation de cette question coloniale et de son héritage dans la société. Magnifique.
Monsieur Someboy, avant que tu répondes à la question, tu participes aussi, enfin, tu as pas mal de contenu, mais je sais que tu participes Ouais. aussi à un média, Le Média. Oui, ça c'est vrai, ouais. Voilà. Bah, Une émission. je fais une collaboration avec Le Média TV, Ouais. du coup, il y a une émission télé que vous pouvez trouver sur la chaîne 350 de la Freebox. Mais sinon, moi, j'ai aussi, enfin, du coup, je travaille avec eux en tant que mon émission Histoire Crépue, sur laquelle je parle d'histoire coloniale française notamment. C'est ça un peu l'objectif. Et tu peux répéter la question précisément? L'histoire a-t-elle été écrite par les vainqueurs? Ok, donc l'histoire a-t-elle été écrite par les vainqueurs? Moi, je pense que oui, parce que quand je travaille sur l'histoire coloniale, aujourd'hui, en tout cas, l'histoire coloniale française, c'est un bon exemple que oui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs et qu'ils racontent ce qui les arrange à un moment, c'est exactement ce que tu disais, Lénie. Ils racontent ce qui les arrange à un moment donné, et ensuite, l'histoire qu'ils ont racontée à ce moment-là, qui était souvent la période de la propagande coloniale, elle est restée figée, finalement, et on a très peu retravaillé dessus, ou en tout cas, le grand public a très peu entendu parler de tout le travail qui a été fait pour déconstruire cette histoire. Et du coup, aujourd'hui, on reste avec un héritage d'une histoire coloniale qui a été écrite par des personnes qui ont travaillé à la propagande en fait française. Et donc, bah, effectivement, on peut dire ça. Mais moi, il y a une question qui m'intéresse. J'ai envie de mettre un truc Dis-nous. un peu plus. Je t'en Non. prie, je t'en prie. Mais, Mais, mais je me demande aujourd'hui, quand on dit l'histoire a été écrite par les vainqueurs, ça fait comme s'il y avait forcément deux camps. Et nous, en fait, qui sommes autour de cette table, on est des personnes issues de l'immigration. Mais de quel côté on est? Est-ce qu'on est du côté, parce qu'aujourd'hui on est français, enfin, on a les papiers français, est-ce qu'on est du côté de ces vainqueurs qui écrivent l'histoire, ou est-ce qu'on est du côté des perdants? En fait, je pense qu'il y a un truc un peu trop peut-être binaire dans cette façon de formuler les choses. Et en fait, aujourd'hui, le truc est un peu plus complexe. Il y a comme une nuance, enfin, il y a beaucoup de nuances entre les vainqueurs et les perdants. Et nous, on est quelque part entre les deux, à essayer de raconter une histoire parce que justement on est dans une position un peu floue, quoi. Je sais pas ce que vous en penserez. Audrey, on le sait tous autour de cette table, les meilleurs artistes rap de ce monde ont toujours eu l'art et la manière de reformuler des dictons, des maximes, J'en des pense- adages, des j'en slogans, pensais des à- préceptes et j'en passe. Un grand philosophe du nom de Eliafa alias Bouba a écrit Eh, Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent raconte l'histoire. l'histoire, ouais. Bah, je pense que la réponse est dans la question. Je pense que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Après, c'est entre guillemets un peu normal dans le sens où euh, lorsque on gagne, c'est sûr que on essaie de raconter l'histoire qui va dans notre sens. Après, aujourd'hui, bien entendu, il y a des gens qui font des recherches pour essayer de déconstruire ce qui s'est passé, mais c'est vrai que la force de frappe n'est pas la même, forcément. Parce qu'on parlait là de cours d'histoire, etc. C'est vrai que des fois, on s'est rendu compte de certaines choses qu'on a appris, par exemple avec nos parents, avec nos lectures, etc. Mais ça reste toujours assez difficile de contrer cette propagande. Mhm. Le Sénat de Rome n'hésite pas post-mortem à bannir de la mémoire collective certains puissants dont la moindre trace est supprimée, amputée, biffée. Dans l'Antiquité, le damnatio memoria, damnation de la mémoire, est une condamnation votée par le Sénat romain. Elle visait le plus souvent un puissant, homme ou femme, qui consistait à annuler ses honneurs et à effacer son nom des monuments publics, des monnaies, voire à renverser les statues le représentant. À la fin des années 2000, enfin à la fin des années de... Il y a peu là, une appellation a fait son apparition, la cancel culture. Je rappelle ce que c'est que la cancel culture, aussi appelée en France culture de l'effacement ou culture de l'annulation, est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. L'exemple que je viens de vous citer, est-ce une sorte de cancel culture avant l'heure? Alors, moi, je me demande si c'est pas un truc humain avant tout. C'est pas, ça ne date pas de la colonisation où bah, on raconte une partie d'histoire. Je regarde par exemple, là je suis allé au Bénin il y a pas longtemps. Ils sont énormément sur la tradition des rois. Pour eux, il y a, je crois, 11 ou 12 rois. Sauf que quand tu vas là-bas, on t'explique que non, il y a 14 rois, dont une femme et un homme, sauf qu'ils ont fait des choses, pour eux, en tout cas, qui, à l'époque, fait que les griots ne veulent pas les compter dans la lignée royale. Donc il y a aussi quand même ce truc de, vous avez fait des choses qui ne nous ont pas plu. Je crois que
pour la reine, c'était parce que c'était une femme et qu'elle s'est fait passer pour un homme. Et pour l'autre roi, c'était parce qu'il a essayé de bannir l'esclavage de son royaume, du Dahomey. Et ils ont été chassés de l'histoire. Quand tu parles aux grilles aujourd'hui, ils te racontent pas leur histoire. C'est que si tu vas là-bas et qu'on t'explique que la guerre est encore présente entre les deux familles, qu'il y a encore des guéguerres entre les deux familles, que tu comprends que ah ouais, il y a un pan de l'histoire qui a été effacé, raconté par d'autres et caché par d'autres parce que ça les arrange pas. Et là, je pense que c'est pareil pour nous. Euh, je pense qu'il y a encore plus pas en France, en Occident, parce que c'est un problème occidental pour moi. Il y a encore plus le fait de pas vouloir reconnaître, et là je parle en tant que noir, de pas vouloir reconnaître une histoire noire. C'est-à-dire que prends l'esclavage, on va te dire on a aboli l'esclavage. Il n'y a pas de gens qui se sont battus pour que tu l'abolisses. Non, c'est toi qui l'as aboli. C'est toi qui t'es rendu compte un jour qu'il fallait arrêter. Tu parles de la colonisation, on a donné l'indépendance. Ça explique que tous ceux qui sont battus pour l'indépendance, ils n'existent pas. C'est nous, un jour, on s'est réveillé, on s'est dit, ah bah tiens, ils méritent d'être indépendants. Et c'est pareil. Et ça, tu le remontes même pour l'Égypte antique. Aujourd'hui, on essaie de débattre de est-ce que l'Égypte antique est noire ou pas. Il y a ce truc de, bah non, les Noirs, ils peuvent pas avoir fait des choses. Donc, tu vois bien que derrière tout ça, il y a une espèce d'envie politique ou en tout cas d'envie de garder les gens vers le bas, un certain type de gens vers le bas, dont nous quoi. Pour répondre un peu, enfin, en tout cas pour alimenter un peu ta réflexion, on sait tous autour de cette table qu'on vit du côté de, enfin, comment dire, de l'humanité qui bénéficie, comment dire, des 20% qui bénéficient de 80% des ressources naturelles. En vivant ici, est-ce qu'on n'alimente pas cette comment dire, non-citation de l'histoire ou cette réécriture de l'histoire? Ben, en tout cas, moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire, bah, toi avec ton média, enfin chacun d'entre nous ici, c'est participer à rendre audible d'autres parties de l'histoire qui n'ont pas été racontées par le pays dans lequel on vit aujourd'hui, qui est la France. Et comme on a justement cet héritage, cette histoire de nos parents, de nos familles, dans différents pays qui ont été colonisés par la France, bah, on arrive avec les privilèges aujourd'hui qu'on a en France à rendre ces autres parties de l'histoire audibles. En tout cas, je pense que c'est ce à quoi on essaie de travailler aujourd'hui. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la cancel culture, je pense que aujourd'hui, il y a comme tu dis, en fait, la cancel culture, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas un truc qui est nouveau. Ouais. C'est ça. La cancel culture, c'est pas un truc qui est nouveau. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des moments où bah, tu fais en fait taire, où tu masques la version de l'histoire qui ne t'arrange pas. C'est quelque chose de politique. C'est quelque chose même entre quand tu fais une baston entre potes, il y en a un qui va raconter sa version, qui va raconter sa version. Enfin, il y a toujours eu ce truc. Et puis, donc ça, c'est le côté on masque l'histoire, mais il y a aussi le côté on va sortir quelqu'un de notre mémoire collective. Ça peut être parce que c'est dans un village, t'as la personne un peu étrange, ou la personne qui a trahi le village à un moment donné, bon, bah, on n'en parle plus, et en fait, elle sort de l'histoire des habitants de cet endroit, ou même dans une cité, peu importe. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est en train... En fait, il y a un camp qui est le camp de ceux qui ont écrit une certaine version de l'histoire, qui accusent tous les autres de faire de la cancel culture, et donc c'est eux qui remettent ce mot au goût du jour et qui le brandissent comme si c'était quelque chose de dangereux en fait. Mais en réalité, ça a toujours été fait, et ce que nous aujourd'hui on fait, c'est pas qu'on veut effacer des gens de l'histoire. Quand on regarde par exemple, c'est beaucoup les questions féministes par exemple, qui sont souvent accusées de cancel culture, mais aussi les personnes antiracistes qui sont souvent accusées de faire de la cancel culture. En fait, elles dénoncent parfois des choses, mais les gens qui sont dénoncés, en général, ils continuent leur vie à peu près tranquille, ils sont pas du tout... Enfin, ok, on les a pointés du doigt, mais ça ne leur a pas cassé ni leur réputation réellement, ni leurs revenus, ni leur assise sociale, etc. Donc en fait, pour moi, la cancel culture, c'est juste qu'aujourd'hui, on essaye de parler, les gens ont peur de ça, ils disent que c'est de la cancel culture, mais on va continuer à parler, quoi. Je crois que... Ouais, en fait, justement, pour rebondir sur la question de nuance que tu as amenée, il y a aussi une question de référentiel dans la société par rapport à pour qui c'est de la nuance, finalement, tu vois, parce que quand on te dit, enfin, ça rejoint aussi la question de la conscience des rapports de force et de domination. Quand on te dit, ouais, mais là, ton propos, il n'est pas nuancé, mais c'est finalement, en fait, ou c'est de la cancel culture. C'est ton propos va à l'encontre d'un ordre établi. Et quand on n'a pas cette conscience de cet ordre établi, et qu'on n'a pas aussi ce lien, cette connexion du continuum avec tout ce qui s'est passé avant, finalement, la pièce du puzzle manquante au milieu, elle leur permet à ces personnes en place
de mettre la pièce du puzzle avec le dessin qu'ils veulent dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, à travers toutes nos productions et tout, de notre génération et celle même d'avant, on est dans une perpétuation d'une lutte qui fait qu'on veut mettre la pièce du puzzle la plus proche de l'image réelle de la société, finalement. Donc après, c'est ça, ce référentiel, il est dicté aussi par un certain regard, et il y a quand on disait on est de quel côté, ça dépend du référentiel. Si on va parler de la ligne raciale, bah forcément, les personnes perçues comme non blanches, bah là, elles vont être du côté défavorisé. Et encore plus quand on va parler de négrophobie, ou voilà, dans l'intérieur même des personnes perçues comme non blanches, là, on va voir encore d'autres dominations qui vont opérer et qui vont nourrir tout un autre système, quoi. Pour rebondir un peu sur voilà, cette cancel culture, l'expression cancel culture est souvent utilisée aussi pour désigner des pratiques de déboulonnage, vandalisme et ou destruction des statues de personnalités historiques liées à l'esclavagisme ou à la colonisation, en particulier aux États-Unis. Selon vous, si l'on veut réécrire ou plutôt restaurer l'histoire, pensez-vous que la cancel culture, notamment le déboulonnage de statues, soit utile, ou comme le disent certains universitaires, avec d'autres mots, ça ne sert à rien? Alors, moi, j'avoue que c'est un sujet que je traite pas mal. Là, on va sortir une vidéo très prochainement sur ce sujet. Ouais, ben, en fait, c'est là où le mot cancel culture, je pense que c'est un truc qui nous... En fait, ça sert à rien de débattre sur ce mot, je pense, parce que c'est un truc qui nous est brandi, mais ça décrit pas la réalité de ce qu'on veut. On veut pas effacer l'histoire du tout. En fait, il y a des monuments. Moi, je prends l'exemple de Joseph Gallieni. Vous connaissez, je sais pas, le métro, la station Gallieni. Dans toutes les villes, il y a un Gallieni quelque part. Il y a toujours un arrêt de métro, un bus, une avenue Gallieni quelque part. Et ce monsieur, on raconte que c'est lui qui a sauvé la ville de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Je sais pas si vous avez vu en cours d'histoire les taxis de la Marne, le truc des taxis de la Marne. Genre, il a affrété des taxis parisiens pour aller sur le front. Bon, et du coup, on raconte que c'est pour ça que Gallieni est devenu un héros de la République. Et donc, il y a une statue à son nom dans Paris. Mais en fait, si tu regardes la statue, il y a écrit « La statue a été réalisée par la Ligue maritime coloniale française ». Et là, tu te dis « Attends, c'est bizarre quand même ». Genre, ce mec, c'est censé être juste le gars qui a sauvé la France pendant la Première Guerre mondiale, et c'est une ligue coloniale qui lui fait une statue. Et en fait, quand tu regardes l'histoire de Gallieni, tu comprends que c'est lui qui a colonisé le Mali, c'est lui qui a colonisé l'Indochine, c'est lui qui a colonisé Madagascar, et pendant plusieurs années, et lui, il a fait une politique qu'on appelle politique des races, ça veut dire qu'il divise chaque peuple qu'il colonise en race, en ethnie, entre guillemets, et il va monter ces différents groupes les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment sa stratégie, sa politique et tout, ce qui fait qu'il devient un héros colonial, et que la Ligue maritime coloniale érige une statue à son nom. Et du coup, quand tu vois ça, moi, je me dis, c'est pas une question de déboulonner ou quoi, mais c'est l'histoire qui nous est transmise par la statue, est déjà une histoire erronée, en fait. Et elle fige un truc qui ne permet pas de comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est plutôt qu'il faut recontextualiser ces objets. S'il faut, on les retire, on les met dans des musées avec des bonnes explications autour. S'il faut, on les retire, on les met par terre. Chacun, en fait, c'est une discussion publique, quoi, en fait. Il n'y a pas de bonne raison, une bonne chose à faire. Moi, je suis pas pour les déboulonner parce que c'est leur histoire, donc ils veulent la garder, ils la gardent. Mais je suis pour, ouais, comme il disait, mettre une plaque explicative à côté pour expliquer, ce gars-là, il a fait ça, et voilà pourquoi. Au moins, t'as les deux côtés. Tu peux dire, je m'en fous, moi, de ce qu'il a fait de sa partie coloniale, mais au moins, tu sais. Il y a un humoriste qui disait, quand il parlait de déboulonnage, il disait, ok, tu veux enlever la statue de ce gars. Maintenant, t'enlèves la statue de ce gars, mais il y a un hôpital qui porte son nom. Tu vas aussi enlever l'hôpital? Moi, ouais, hein. C'est ça le problème. On peut enlever son nom. Tu peux enlever son nom, ouais, son nom. mais en vrai, si t'enlèves la statue, enlève l'hôpital. Mhm. Dans ce cas-là. Oui, tu peux dire, je vais enlever le nom, mais en vrai, toute notre vie, on l'a appelé l'hôpital Gallieni. C'est pas en 5 ans que ça va changer. Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ancré. Bon, en fait, moi, je vais revenir sur cette notion d'histoire écrite par les vainqueurs. Moi, je pense qu'il y a un cas particulier qui m'est venu, c'est le cas du Vietnam, par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont raconté cette guerre du Vietnam dans leur sens, et ça n'a pas empêché, enfin, on écrit avec des livres, avec des films, etc., qui nous ont fait croire qu'ils n'ont pas subi énormément de pertes. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé réellement au Vietnam par rapport aux États-Unis. Je pourrais même parler de la France aussi avec l'Indochine, parce que la bataille de Dien Bien Phu, etc., on sait. Et le truc, c'est que, aussi quand on parle de vainqueurs, par exemple, s'il y a une guerre avec plusieurs parties, de quel vainqueur on parle aussi? C'est ça. Parce que
Si on prend la Seconde Guerre mondiale, il y a une étude qui était sortie, je sais plus, c'est Pierre Conessa qui disait ça, qui disait qu'en gros, on faisait un sondage en disant que pour vous, est-ce que les États-Unis ont gagné la guerre? Je crois que c'était en 1945, il y avait un pourcentage qui disait non, et plus on avançait dans le temps, et plus les gens se disaient que oui, les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, alors que on dit souvent que c'est plutôt les Russes qui ont gagné, enfin soviétiques, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a aussi cette notion de savoir de quel vainqueur on parle, pour moi. Et où c'est raconté aussi. Voilà. Excuse-moi, je t'en prie. Non, mais même pour rebondir sur ce que tu disais, de quel vainqueur on parle, moi c'est là aussi où je trouve que c'est ce qui est passionnant avec quand on fouille dans l'histoire. C'est pour ça que je disais qu'il y a plus de nuances. L'histoire coloniale, elle essaie de nous faire croire qu'il y a genre deux camps qui sont frontalement l'un contre l'autre, et ça ne nous permet pas de comprendre comment elle a fonctionné, parce que quand tu vois, moi je regarde ce qui se passe en Afrique, quand tu vois la mission Marchand, ils sont 12 blancs, et il y a plus de 3000 personnes noires qui... Donc c'est pas parce qu'ils étaient hyper balèzes qu'ils ont réussi à faire cette mission. Et du coup, la mémoire coloniale, elle va te faire penser que c'est les blancs hyper forts qui ont battu des autres, que ça peut être des asiatiques, noirs, etc. Et en fait, il y a tout un... En fait, le système colonial, il met plutôt plein de strates de hiérarchie au sein des sociétés qui colonisent. C'est ça qui lui permet de fonctionner. Et c'est pour ça que je me dis, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé en Indochine, bah, il y avait des gens qui étaient avec, par exemple, le Viet Minh, mais il y avait des gens qui étaient... Enfin, en fait, il y avait plusieurs camps au sein de la société, par exemple, vietnamienne. Certains qui ont lutté contre les Français, mais qui n'étaient pas non plus communistes. D'autres qui étaient... Enfin, voilà, il y a toujours plein de grilles, en fait, et c'est pareil au Bénin, peu importe, moi je viens du Togo, par exemple, il y en a qui étaient un peu pro-allemands, parce qu'il y a la colonisation allemande avant. Enfin, il y a toute une complexité, et il faut rentrer dans ce truc pour comprendre qui écrit vraiment l'histoire en fonction des endroits. Parce que, excuse-moi, pour rebondir aussi, parce que tu parlais d'Afrique. Si on prend le cas du Congo, par exemple, là, si on dit que les vainqueurs écrivent l'histoire, si tu regardes ce qui s'est passé par rapport à Léopold II, les crimes qui ont été commis par Léopold II, c'est pas des Congolais qui ont énoncé, c'est plutôt des gens qui pourraient être considérés comme des vainqueurs, tu vois, à savoir Arthur Conan Doyle, je crois, je sais plus, je crois que c'est ça, tout est dans les fantômes du roi Léopold. Donc ça dépend, il y a aussi des vainqueurs entre guillemets qui sont plutôt humains, qui vont dénoncer ce qui s'est réellement passé. Ça aussi, je pense que c'est une chose qu'il faudrait prendre en compte. Tous autour de cette table, nous sommes de cette génération où dans nos cours d'histoire de primaire, on nous apprenait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Plus tard, au collège, dans d'autres cours d'histoire, on nous apprenait la colonisation du point de vue du vainqueur, notamment, chose que nous ne savions pas à l'époque. Ces informations étaient résumées dans des livres, les livres scolaires Nathan, une maison d'édition française fondée par un certain Fernand Nathan, maison d'édition spécialisée dans la publication de manuels scolaires et de livres pour la jeunesse, fondée en 1881 et appartenant actuellement au groupe Editis. On entend ici et là, notamment dans le rap, par un certain Lino, qui, selon les meilleurs spécialistes, est incontestablement le meilleur rappeur français à ce jour. Ça, c'est un autre débat. Mais parler du récit de Fernand Nathan. Qu'est-ce qu'on appelle le récit de Fernand Nathan, selon vous? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si le passé, ça appartient au passé, pourquoi on fait des cours d'histoire? C'est pour nous garder sous un truc de... et même nous, les enfants d'immigrés, c'est pour nous garder dans un truc de la France nous a tout apporté, la France est au centre de tout. Et en vrai, quand je dis la France, c'est aussi l'Europe, c'est la vision européenne de se dire... aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que l'Europe va civiliser l'Afrique. Que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas de route, on n'aurait pas de... Et il y a ce truc où tu te dis, d'où ça vient ça? Et en fait, quand tu regardes l'histoire qu'on nous apprend, que ce soit à la télé, que ce soit à l'école, tu te rends compte que oui, tout est fait pour nous garder dans cette vision de les pauvres Africains, les pauvres autres, et la civilisation européenne qui est là et qui se diffuse. Les cours d'histoire, c'est ultra important pour pouvoir contrôler la masse déjà. Tu contrôles la masse, tu fais rentrer la masse dans ton sens parce que toute leur vie, tu leur as appris ça. Et c'est comme quand un enfant, il découvre que son parent, il n'a pas la vérité absolue. Ça prend du temps et des fois, tu peux lui dire non, ton père, il se trompe. Le gars, il va dire mais non, mon père, il est tout le temps. Là, c'est pareil. Tu lui dis la France, elle n'a pas la vérité absolue. L'Europe n'a pas la vérité absolue. Il y a des gens qui vont rester dans ça parce que toute leur vie en cours d'histoire, on leur a appris ça. On leur a appris que la civilisation part d'Europe et que ça se diffuse dans le monde et c'est comme ça.
La lumière qu'on met, par exemple, sur la mission civilisatrice. Elle n'est pas vraiment dessus, la lumière. Et quand on se rend compte que très tard, souvent, en tant que personne issue de l'immigration postcoloniale ou autre, on se rend compte de notre petite histoire, qui est en fait la continuité d'une grande. On s'en rend compte très tard, et c'est là qu'on voit que, en cours d'histoire, quand on nous apprend beaucoup d'une certaine partie de l'histoire et qu'on nous dit pas, ou qu'on nous le dit vraiment très succinctement, par exemple Ferry qui fait son discours sur sa mission, la mission civilisatrice, le devoir de l'homme blanc de civiliser le reste du monde, les races inférieures. Là, on se rend compte qu'il y a un problème dans la transmission et que forcément ça joue d'un projet qui n'est pas forcément intentionnel, et c'est un conditionnement aussi culturel. Quand on était sur la question tout à l'heure des statuts, est-ce qu'il faut les déboulonner ou pas? Moi, en vrai, j'en ai rien à faire des statuts. Mais si on les enlève, tant mieux, ou tant pis, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que là, on en discute, et que ça crée, ça met des graines dans les têtes des gens. Moi, en vrai, la statue, voilà, on voit, c'est du beau bronze. Allez, voilà. Symbolique. Ouais, c'est symbolique. Mais même la plaque, par exemple, explicative, il y en a plein, ils vont passer à côté, ils vont s'en foutre. Moi, je suis comme toi, je m'en fous. Voilà. Et en vrai, moi, si on la met dans un musée, un truc encore plus gros, c'est un projet encore plus gros, musée décolonial, antiraciste, en gros, en noir sur blanc, pas musée de l'immigration ou quoi, tu vois. Voilà, ça veut dire, il y a un projet politique derrière qui est vraiment sérieux, et qui est pas juste on met des pansements et sur un truc qui est une fracture vraiment importante, tu vois. Et c'est ça qui apporte la nuance, finalement. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, on arrive à avoir les complexités en étudiant l'histoire dans toutes ses facettes. C'est ça. Voilà. Et vu que l'espace éducatif, il est restreint, on est obligé de finalement laisser une partie de l'histoire pour mettre celle qui est pas mise en avant, quoi. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de référentiel. Je pense que c'est une notion très importante. Et par rapport à l'histoire, en fait, si je vais faire une comparaison, c'est en gros, depuis petit, on a toujours vu dans une carte du monde la France comme étant un grand pays. Mais lorsque tu prends un autre référentiel, tu te rends compte que c'est quand même petit par rapport à d'autres pays. Donc c'est vraiment une question de référentiel, cette notion d'histoire. Et on parle d'histoire avec un grand H, mais est-ce qu'on ne doit pas parler d'une histoire, en fait? Pas forcément de l'histoire, mais d'une histoire. En tout cas, c'est une question que je me pose. Ouais, carrément. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et pour rebondir avec ce que vous avez dit aussi, tu parlais de Jules Ferry, son discours, je crois que c'est 1885 à l'Assemblée nationale française. Ouais, 1885, Jules Ferry qui dit que, en gros, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et Jules Ferry, c'est aussi lui le père, entre guillemets, de l'école républicaine en France, en fait. Et donc, il y a un projet d'éducation, de civilisation qui va être à la fois appliqué à des masses populaires en France, parce qu'on sait qu'à l'époque, la France, c'est pas la France qu'on a aujourd'hui avec le taux d'alphabétisation qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de langues locales, etc., qui vont être écrasées pour imposer un français qui est celui qu'on parle aujourd'hui, et, entre guillemets, civiliser toute cette France-là et civiliser toutes les colonies. Et il y a quelqu'un qui l'a bien compris, qui s'appelle Ernest Lavis. Tu parlais de manuel scolaire. Ernest Lavis, c'est un mec qui a écrit un manuel, et toutes les personnes qui sont nées dans les années, je sais pas, 1880, donc ils sont plus beaucoup vivants aujourd'hui, mais en tout cas toute une génération de Français qui a été éduquée avec les cours d'histoire de France de Ernest Lavis. Et dans plein de greniers de gens aujourd'hui, vous avez ce petit livre qui reste, et en fait c'est dans ce livre-là que se construit le roman national. Et à ce moment-là, le roman national, c'est un projet politique. C'est pas juste on va raconter vraiment l'histoire de la France, c'est on va raconter l'histoire de France d'une manière qui rassemble toutes ces personnes de toutes ces cultures différentes, je sais pas, les Gascons, les Bretons, etc., pour les faire rentrer dans un récit commun qui met en avant l'idée d'une nation française à laquelle ils appartiennent pas encore à ce moment-là, mais on va la faire exister via ce récit, et en même temps on va expliquer que cette France, cette nouvelle nation, elle colonise, elle éduque, elle civilise, elle fait des routes, des hôpitaux, etc. Et ça, vous avez un chapitre dans le Lavis qui explique vraiment les bienfaits de la France, que ce soit en Algérie ou dans toutes les colonies. Et c'est là où on voit qu'effectivement, c'est pas du tout une façon de raconter l'histoire réelle, mais c'est un projet politique au service de la construction d'une nation. Et du coup, pour faire ça, on crée, on invente, on raconte qu'on a civilisé.
Avant de vous poser ma prochaine question, je rebondis sur Jules Ferry, car, comme tu le disais, il était ministre de l'Instruction publique du 4 février 1879 au 23 septembre 1880 dans le cabinet Waddington. Jules Ferry, c'était. Et pour reciter un peu il disait: Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale. Ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure, mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Je peux dire un truc pour Dis-moi. contextualiser ça, Je t'en c'est prie. que faut bien capter qu'à ce moment-là, donc il le dit devant l'Assemblée nationale, vous pouvez trouver tout le texte, c'est disponible en ligne, il y a même des éditions où vous voyez tout le débat complet, et en fait il se fait clasher par tout le monde le hue, c'est comme là aujourd'hui, si vous avez, je sais pas, Darmanin qui parle et que tout le monde est en train de le couper la parole, c'est exactement ça, donc il dit ça, mais toute l'Assemblée nationale est en train de lui crier dessus, tu dis n'importe quoi. Et ça par contre, mais ça va rester dans l'histoire, cette version, parce que c'est le camp politique de Jules Ferry qui va gagner en fait politiquement, et du coup tous les autres camps politiques, on va oublier qu'ils ont contesté à ce moment-là, et tout le monde lui dit à ce moment-là, tu dis n'importe quoi, clairement on sait que c'est pour faire des thunes, clairement ça va pas nous aider à remporter la guerre contre l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là il y a la guerre contre l'Allemagne qui se prépare aussi, donc personne n'est pour ce projet, tout le monde sait que Jules Ferry il est dans des embrouilles, notamment en Indochine, où il y a des malversations, il y a des trucs bizarres qui se passent au niveau financier, et qui veut justifier tout ça en inventant ce truc de mission civilisatrice. Et il y a Georges Clémenceau notamment qui va le dénoncer, ou des gars comme Jules Maigne, un mec du fin fond de l'Auvergne à Brioude, d'un petit village, donc un député de là-bas qui va lui dire clairement non, c'est n'importe quoi, mais cette partie de l'histoire-là va être effacée. Ça reprend bien les vainqueurs. Pour revenir un peu sur les éditions Nathan, un grand philosophe a écrit et d'après le Vatican, j'ai mérité mes chaînes. Mec, si je mens, l'enfer m'attend. Je rallume le feu de la révolte. Je brûle les bouquins de Fernand Nathan. Faut-il brûler les livres? Nathan. Moi, je suis pour mettre une plaque commémorative. Selon vous, Franchement, brûler les livres, est-ce que ça revient pas à l'histoire de statut en fait? Le truc, c'est la graine, elle est déjà dans le cerveau. Après, le truc, c'est qu'il faut apprendre aux gens à se renseigner au maximum, à essayer de multiplier les sources. Parce que là, on parle beaucoup de livres, mais il y a aussi les films, les documentaires. Et on peut même aller plus loin parce qu'on parle d'histoire écrite par les vainqueurs, mais des fois, ces vainqueurs-là, en gros, ils construisent des stéréotypes par rapport à des gens. Si je prends, je vais parler de Pierre Connaissant encore parce que c'est important, il a créé un livre qui s'appelle La fabrication de l'ennemi, où il explique différents types d'ennemis qui ont été créés par des États. Et il a écrit un autre livre qui s'appelle Holy War, où il parle des États-Unis, Hollywood, l'industrie d'Hollywood, qui a construit à travers le temps, justement, des ennemis, à savoir le Mexicain, etc. Donc je pense qu'il y a aussi les livres, mais aussi les les films surtout, parce qu'on en connaît, Rambo, etc. Donc, qu'on a bien kiffé, mais après analyse, on s'est rendu compte qu'il y a d'accord, ok. C'est ça aussi, je pense qu'il y a les livres, mais il faut aller au-delà. Je pense. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait du livre. Parce que le brûler, je pense, c'est pas une solution. C'est une perte de savoir, de connaissance, même si c'est un mauvais savoir ou qui est incomplet. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Nous venons d'être rejoints par deux messieurs. Monsieur Hamzat Boukari, historien. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Claude Issiard, que nous connaissons. RFI. Monsieur est un missionnaire, monsieur est un historien aussi. Là, tu me résumes à RFI. Non, attends. Quelle est la question du débat? L'histoire effacée. Attends, monsieur aussi est un historien, monsieur est un orateur, monsieur combat, monsieur se bat, monsieur parle au nom d'un bon nombre de personnes. Il faut l'applaudir pour ça aussi. Et donc, il était chez RFI.
Et France 24. et France 24, et d'autres encore, et d'autres. Voilà, nous étions en train de discuter, de débattre autour de cette thématique dans laquelle vous êtes arrivé maintenant. L'histoire a-t-elle été écrite par les vainqueurs? On aimerait avoir vos visions et vos réponses vis-à-vis de cette question. Hamzat. Bah, de manière générale, oui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs, parce que c'est eux qui ont sélectionné les sources qui allaient dans le sens de leur récit, en sachant que les vainqueurs ne sont pas forcément les plus forts, c'est important de le préciser, et que les vaincus ont également leur vision de l'histoire. Donc en fait, on est dans une dialectique où il s'agit de rétablir une certaine vérité, de faire de l'histoire un champ de bataille idéologique. L'histoire, c'est vraiment la discipline la plus stratégique qui soit. Et effectivement, le récit conditionne énormément de choses parce que l'histoire, c'est vraiment le moteur du changement social. Donc, lorsque les vainqueurs écrivent l'histoire, ils sélectionnent ce qui sera mis à disposition de ceux qu'ils dominent. Donc, contrôler l'histoire, c'est effectivement assurer une forme de domination. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Carter Woodson, qui est le fondateur du Black History Month, du mois de l'histoire noire, il s'est vraiment formé de manière autodidacte. Ensuite, en faisant un doctorat quand même à Harvard après Dubois, il avait bien compris que c'est par l'histoire qu'on va construire une force politique, une force idéologique, et que pour cela il faut récupérer le contrôle de son narratif, ce que feront Cheikh Anta Diop ou Joseph Kizerbo dans les années 50, à une époque où on disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et donc c'est très important de comprendre que l'histoire est le fruit d'un rapport de force, et donc elle est écrite effectivement par les vainqueurs qui ne sont pas forcément les plus forts. Monsieur Claudie. Oui, pour faire suite aux propos, je pense qu'on est tous d'accord, l'histoire est écrite de façon immédiate, écrite par le vainqueur, parce que c'est lui qui a l'arme, pas uniquement le fusil, les canons et les avions, mais il a également cette force parce qu'il est reconnu, lui, désormais internationalement, et pas le vaincu. Et puis, en réfléchissant à la question, je me suis dit, mais oui, immédiatement, c'est le vainqueur. Et puis le vaincu aussi, il écrit l'histoire. Je porte par exemple un t-shirt, le visage de Patrice Emery Lumumba. Et même s'il a été vaincu politiquement, vaincu militairement, assassiné de la pire des façons, mais en réalité, et je fais suite à ce que justement Hamzat disait, c'est très, très, très clairement, c'est-à-dire que le vaincu, dans cette histoire-là, n'est pas le plus faible, parce que c'est celui qui finalement est le marqueur de cette période de l'histoire du Congo. Donc finalement, comment est-ce que l'on doit aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, aborder les choses? Et puis, il y a le vaincu d'hier qui entretient sa défaite et qui pourrait, lui, justement, changer le narratif, qui pourrait, lui, justement, réécrire l'histoire. Depuis 25 ans, je n'arrête pas de dire aux uns et aux autres, sur le continent, les personnes responsables de l'éducation dans différents pays, leur dire, mais comment est-ce que vos livres d'histoire commencent à la colonisation? Comment pouvez-vous accepter que les imaginaires, et de génération en génération, les imaginaires des jeunes soient forgés par cette défaite-là? Là où vous pouvez, vous, pays indépendant, certains diront dans un néocolonialisme encore présent, mais comment est-ce que vous ne pouvez pas, sur cette question-là de l'histoire, changer les imaginaires et donc d'une défaite d'hier, faire une victoire aujourd'hui? Comment est-ce que vous ne réfléchissez pas à ça? Et donc on voit bien que finalement la défaite, elle n'est pas que dans une écriture immédiate de l'histoire, et c'est comment est-elle entretenue par les vaincus? Quel est le niveau de complexe des unes et des autres qui explique qu'aujourd'hui encore, on est obligé de se poser la question, est-ce que l'histoire est écrite par les vainqueurs? J'aurais bien voulu rebondir sur ce que tu as dit. J'ai été récemment au Togo, dans les archives nationales du Togo qui sont à Lomé. Et justement, c'était vraiment cette question-là, c'est comment est-ce qu'on peut écrire une histoire, enfin voilà, du Togo par exemple, mais ça peut être le cas dans plein d'autres pays africains, sachant que tout ce qu'il leur reste, c'est des archives de l'époque coloniale, en fait. Dans les archives, en fait, il y a quasiment pas d'archives togolaises, c'est quasiment que des documents de la période coloniale allemande ou de la période coloniale française, et comme tu disais, les vainqueurs qui sélectionnent ce qu'on a dans les archives, dans les sources, c'est des archives qui ont été laissées par les colons français quand ils sont partis. Et du coup, quand tu arrives dans les archives aujourd'hui du Togo, bah, c'est complexe de se dire raconter une nouvelle histoire parce que la matière disponible, elle est coloniale,
Et du coup, et comment les gens même vont se motiver à se dire ah, c'est intéressant d'aller fouiller ça. En fait, il manque aussi l'espace pour conserver ces sources, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et lorsqu'on, par exemple, sur l'histoire de... On voit bien si l'histoire de la Shoah, au-delà de... parce que les vainqueurs, le sentiment de culpabilité qui explique beaucoup de choses aujourd'hui et l'actualité aujourd'hui, mais il y a des images. Donc, lorsqu'une histoire, justement, est racontée par les images, effectivement, il y a le côté sélection que l'on fait. Mais quand même, ce n'est pas parce que aujourd'hui, Napoléon, il n'y a pas d'image sur Napoléon. Et pourtant, on raconte Napoléon encore et encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'image sur Louis XVI, et pourtant on parle de Louis XVI. Donc je pense que l'effort qui peut être fait par par les intellectuels, par les historiens, c'est un travail que l'on peut faire. Et les images aujourd'hui, alors aujourd'hui on fabrique des images, on nous ramène des gens morts, enfin on peut faire plein de choses avec la technologie. Donc je crois qu'à la fois à mon avis, ça ne peut pas être une justification d'un travail qui n'est pas fait, mais qui pour moi ne relève que du complexe. Et puisque, juste pour en terminer, je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, alors justement, le camp des vainqueurs appelle ça le wokisme et tout, enfin avec des mots... On en parlait en off tout de suite. On en parlait tout de suite. Ne veulent rien dire. Moi, je dis, je comprends pas. Lorsqu'on me dit wokisme, je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne comprends pas. L'histoire a été mal écrite, et je trouve justement que notre force aujourd'hui, on n'est plus dans les vaincus ou dans les descendants des vaincus, on est vraiment aujourd'hui, je trouve, dans le camp de ceux qui apportent la contradiction et qui vont gagner à la fin de cette bataille-là. Je pense qu'il faut distinguer vraiment l'histoire et la propagande, parce que c'est vraiment deux choses différentes. L'histoire, c'est vraiment une matière très sensible qui se fait sur des sources, des archives, des documents, des matériaux que l'on travaille et auxquels on donne sens. Le plus important, c'est pas forcément juste la vérité historique, mais c'est quel sens on donne à l'histoire. Et c'est dans ce sens-là que les vaincus sont également maîtres de la production de leur narratif, de leur histoire. Ils peuvent également sélectionner ce qui fait sens et ce qui n'a pas été inclus dans l'archive coloniale, qui est nécessairement une archive de propagande. Donc lorsque l'on parle de Napoléon, en fait, on parle d'un mythe, d'une propagande. Lorsqu'on parle de Jeanne d'Arc, c'est un mythe qui a pour vocation de créer une nation, de constituer une nation. Donc on ne peut pas non plus dissocier la question de l'histoire, de la problématique de constituer une communauté, de constituer une nation. On ne peut pas être une communauté si on n'a pas d'histoire. Et ça, je pense que c'est un des grands défis qui se posent aujourd'hui, puisque le principe de la colonisation, c'est d'atomiser, c'est de sortir de l'histoire des peuples, comme le disait Cabral. Et donc l'un des enjeux aujourd'hui, c'est comment on récupère cette histoire sans non plus tomber dans un changement, je dirais, à 180 degrés qui serait pas forcément fécond et efficace aujourd'hui. Je rappelle une définition, car on a évoqué le wokisme. Le wokisme, expression politique et polémique utilisée pour stigmatiser une vision radicale de la justice sociale et de la défense des groupes minorisés en la présentant comme opposée à l'universalisme républicain et dénuée de rationalité. Telle est la... Qui a fait cette définition Qui a fait cette définition, quoi? Moi, j'ai une question que je vous ai posée. Est-ce que vous êtes considérés comme des wokistes? Bah, qui en fait En fait, c'est ça la question. Approche-toi bien du micro, s'il te plaît. Qui va nous qualifier de ce terme et qu'est-ce qu'il veut dire finalement quand on recherche les fondamentaux de ce mot. Déjà, wokiste, c'est très, très récent, mais woke, c'est pas récent. C'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière, il y a une histoire afro-américaine, il y a une histoire... voilà. Et quand il est employé, il est instrumentalisé, là, on se retrouve dans un cas politique, plus qu'une instrumentalisation politique contre, justement, une volonté d'amener ce que tu disais sur le fait que l'histoire n'est pas complète et qu'elle est complexe. Voilà, donc quand on nous dit wokiste, c'est pour couper court à la question et dire c'est moi je mène le débat, toi t'es un wokiste, donc tu racontes n'importe quoi. Et quand on importe des sources ou des sources qui ne sont pas mises en lumière, du coup là c'est un rapport de force qui essaye de se restabiliser, quoi. Et pour répondre aussi, moi, avec Histoire Crépue, on m'accuse souvent d'être wokiste. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une volonté de plaquer une vision du conflit
américain, en fait, parce que comme tu l'as dit, woke, ça fait référence à ce qui se passe notamment aux États-Unis. Et en fait, ça nous ramène sur une grille de lecture américaine avec la question afro-américaine, etc. Mais moi, ce que je fais, c'est pas ça. Je travaille pas sur Martin Luther King, etc. Mais je travaille sur l'histoire coloniale française. Et du coup, ça m'embête déjà rien que pour ça, qu'on me plaque quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ça permet en fait de dire ce que tu racontes en France n'est pas valide, il vient de là-bas. Et alors, en fait, il y a une critique de la colonisation en France qui existe depuis hyper longtemps. Récemment, j'ai redécouvert les films de Medondo que je connaissais pas du tout. Et c'est un gars, du coup, mauritanien. Ouais, voilà, la voix française d'Eddie Murphy, mais surtout. Homme extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et surtout, un super cinéaste anticolonialiste. Et en fait, il avait fait un film qui s'appelle West Indies ou Les Nègres Marrons de la Liberté, qui parle notamment de l'histoire coloniale depuis, en fait, ce qui se passe aux Antilles, donc l'esclavage aux Antilles, la libération, la lutte des nègres marrons, et ensuite la question du bumidum, voilà, en France. Et en fait, ça, c'est quand je regarde ça, je me dis, mais c'est le discours qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est des choses, on est juste en train de reprendre ce qu'il y a des critiques qui ont déjà été faites dans les années 70, 80, etc. Donc déjà, il n'y a rien de nouveau dans notre critique. Donc quand on dit le wokisme est un nouveau truc, tu regardes le film de Medondo, t'es choqué, c'est plus radical que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Léli, es-tu accusé de wokisme? Attends, wokiste, Ouais, mais encore une fois, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai, c'est leur avis, ils en font ce qu'ils veulent. Après, je rebondis sur ce que tu disais. On dit souvent que l'histoire est cyclique. Ce qu'on a vécu, là, je le vois encore plus maintenant dans les années 2020. Si tu compares avec les années 1920, c'est quasiment la même chose. Et ouais, l'histoire est cyclique. Et ce que tu disais sur les films de Medondo, que ça apparaît aujourd'hui, et pour moi, c'est juste, c'est un recommencement. Et que je pense que c'est possible que dans 60 ans, ce sera la même, mais sous des questions différentes. Alors, questions différentes, je pense pas, ce sera toujours la même, mais moi, ça me fait penser à ce conditionnement qu'on a quand on parle d'esclavage, par exemple, on pense souvent au coton états-unien et on pense jamais au sucre de canne français, ce qui en fait met en lumière tout un système et tout ce qui fait que la société est dessinée d'une certaine manière dans l'espace et quand on pense aux Antilles ou voilà, quand on grandit dans un système scolaire et qu'on se dit c'est seulement à un âge assez avancé qu'on commence à prendre conscience de certaines choses. Par exemple, ne serait-ce que moi, personnellement, pourquoi je me suis posé ces questions-là? C'est parce que j'ai été éduqué dans le rap français et parce que ça m'a ouvert certaines connaissances. Et c'est que très tard, je me suis dit, mais pourquoi moi, en tant que personne originaire du Laos, en partie, je suis en France? Et après, c'est là qu'on se rend compte que la petite histoire, elle est vraiment déconnectée de cette grande histoire et qu'il y a un déni assez fort dans notre société, quoi. Je vais juste te dire que tu es originaire du Laos et que le Laos a également une réalité dans une terre d'outre-mer, en Guyane, puisque Avec les Hmong. les Hmong, exactement, et qui aujourd'hui sont partie intégrante évidemment de cette terre-là. Merci d'avoir rappelé la question de l'esclavage et d'avoir dit qu'on a le sentiment que les choses se répètent encore. Les combats menés hier, Medondo était un grand frère pour moi, un homme extraordinaire. Et qui a dû justement faire du doublage pour gagner sa vie et pour financer ses films, que c'est comme ça, c'est pour ça qu'il arrivait à financer ses films. L'histoire se répète et c'est vrai que j'ai l'impression, moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, j'ai le sentiment que les mêmes combats reviennent, quoique il y a quand même des avancées parce que le fait d'être beaucoup plus nombreux à en parler, sans prétention aucune, mais au milieu des années 80, je suis un des premiers à raconter l'histoire de l'esclavage sur une radio associative antillaise. Et là, j'ai des Antillais qui m'insultent parce qu'ils disent que je raconte n'importe quoi, que tous les Noirs arrivés aux Antilles sont pas arrivés en étant esclaves, c'est une infime minorité, c'est pas vrai, l'esclavage n'était pas ça. Enfin bon bref, les gens ne connaissaient pas leur histoire. Alors on a beau répondre à ce moment-là, mais oui, certains sont arrivés par le club Med One, tu vois, mais c'était à la fois extrêmement violent, mais nous savions, nous étions vraiment une poignée, nous savions que nous avions raison. Le 23 avril 1993, j'organise la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage de l'histoire de ce pays. Et avec une marche de la place de la République à la place de la Nation. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait ce déficit de connaissances de la part de celles et ceux qui sont les descendants des déportés et des suppliciés dans les fers de l'esclavage. Et puis surtout parce qu'on est dans une France qui vient de s'associer
aux commémorations de la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, 1992, donc le 500e anniversaire. Et en oubliant la déportation des Africains, et avant cela, le génocide des peuples autochtones. Exact. Et donc, les combats qui sont les nôtres nous obligent à ne pas accepter ça, et à dire, à rappeler ce qui a été commis, les crimes contre l'humanité, parce qu'on employait déjà dans cette marche des nègres marrons, c'était son nom, on employait déjà le terme on qualifiait déjà ce qui a été perpétré de crime contre l'humanité pour les deux peuples. Et puis, on interpellait la société française sur les discriminations qui perduraient, violentes. On est en 93. Et quel modèle de société souhaitons-nous? Et on a vu une levée de bouclier de la part je dis on, parce qu'avec moi, il y avait des femmes et des hommes qui avaient accepté ce combat-là. On a vu la levée de bouclier des médias, la levée de bouclier des politiques. Et puis, 5 ans plus tard, il y a eu la marche de 98 et tout ce qui s'en est suivi. Pourquoi j'évoque la politique? Parce qu'en réalité, sur la question, et moi je suis entièrement d'accord, je pense que l'idée, c'est pas même si l'histoire sont des faits, même si certains faits seront peut-être moins mis en avant que d'autres, mais je crois que si on n'a pas à un moment donné une volonté politique, et des différents pays aujourd'hui, une volonté politique de dire on va écrire autrement l'histoire, on aura beau nous, dans nos combats de citoyens ou citoyens du monde ou citoyens enfin qu'importe la façon dont on se positionne, il y aura une répétition permanente de cette envie que l'histoire soit écrite dans le bon sens. Et c'est peut-être moi c'est presque un constat amer parfois de me dire mais c'est pas possible. Et je vois des débats sur les réseaux sociaux et je me dis, je rentre dedans, après je me dis j'arrête parce que j'ai un sentiment de répétition. Mmh. Voilà, et encore une fois, seule la volonté politique peut changer les choses. Denis. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit sur l'esclavage, sur le fait qu'on associe forcément l'esclavage aux États-Unis ou au champ de coton et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. En ce moment, j'ai écrit un passage où j'explique que quand tu dis le mot esclave, dans la tête des gens, forcément, ils ont un homme noir enchaîné et ils se disent pas que le monde entier, à un moment donné à un autre, a été esclave. Quand tu leur rappelles, je leur rappelle que de 1500 à 1800, il y a eu une vente d'esclaves blancs européens pour les pays d'Afrique du Nord. J'ai l'impression de voir dans la tête des gens, ils disent ouais, il est en train de me raconter le monde de Narnia. Je dis non, c'est arrivé, c'est juste qu'on vous le montre pas H24. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple pour l'esclavage de la traite négrière et tout, on va te faire plein de films, plein de livres pour t'expliquer, regardez les pauvres noirs, ils ont été enchaînés. Mais pour le reste du monde, j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus compliqué, encore plus. J'ai l'impression qu'on ne veut pas montrer une espèce de misère occidentale, de se dire que bah oui, c'est possible qu'il y ait des blancs qui aient été vendus. Et quand tu leur expliques ça, les gens te regardent comme un pareil, tu vois, on remet sur le wokisme, là on dit ouais, bah là il essaie de réécrire l'histoire, tu fais non, c'est votre histoire, il suffit juste d'ouvrir vos livres et de voir par vous-même que il y a une partie de vos ancêtres qui ont été vendus, mais que c'est pas un truc qu'on vous rappelle H24. Ouais, mais parce qu'il y a une déshumanisation, il y a tellement, c'est tellement plus violent et autrement orchestré, industrialisé. Je suis pas certain que les Européens blancs, si on leur dit vos ancêtres ont été déportés, que ça leur pose problème d'en parler ou d'en débattre. Je pense que on est sur la déportation des Afros d'Afrique subsaharienne vers la péninsule arabique, vers le monde arabe, puis plus tard vers l'océan Indien, les Caraïbes et les Amériques. Je pense que ça relève de bien d'autres choses, de quelque chose qui... Je ne vais pas faire une échelle de violence, c'est pas du tout ça, parce que l'esclavage, la déshumanisation d'êtres humains, c'est une déshumanisation, hein, que ce soit des blancs, des noirs ou autres, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense qu'on est à un autre degré et à un rapport... d'une violence tout autre, et puis surtout les conséquences de cela. Et c'est vrai que même lorsqu'on parle justement de colonisation, on voit bien en France, lorsqu'on parle de colonisation, et je pense à Benjamin Stora et le rapport qu'il a rendu au président de la République, la commission qui lui a été confiée, on parle de colonisation, on parle surtout d'Algérie. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, et jusqu'où? Et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de colonisation, on parle de l'Algérie. On vous reçoit sur un plateau, on vous demande de parler de colonisation et on vous remet l'Algérie. Alors, est-ce un traumatisme si fort parce qu'ils ont été battus en Indochine, battus en Algérie? Exactement. Parce que le gros de la colonisation, aussi et surtout, j'ai envie de dire, il est dans l'Afrique subsaharienne, il est dans l'océan Indien, et puis il est encore aujourd'hui dans les Antilles, c'est la Kanaki, c'est la Polynésie. La France a encore ses confettis de son ancien empire colonial. Ouais, mais tu vois, ça revient au truc de...
on parle beaucoup de l'Algérie parce qu'on a perdu. Oui. Tu vois, mais c'est C'est une défaite traumatisante pour beaucoup. Comme les États-Unis parlent beaucoup du Vietnam, car ils ont Bah oui. perdu. Mais la France a Comment perdu ils en aussi au parlent Vietnam. C'est ça la Elle a question. perdu en Indochine. Ah, oui, non, c'est ça. Mais elle a oublié. C'est comment ils en parlent. Mais professeur, contredisez-moi si je me trompe, mais en fait, je pense que l'histoire, comme on a dit, c'est écrit par les vainqueurs, par les vaincus. Mais tout dépend, pour moi, de ce qu'on appelle la force de frappe. Dans le sens où, si on prend le cas d'Haïti, les Haïtiens, on sait qu'ils ont gagné la guerre face à la France. Sauf que lorsque c'est narré en France, on minimise. Alors que si on regarde du côté d'Haïti, on explique cérémonie du bois caïman, etc., etc. Mais en France, on n'en parle déjà pas. Et il n'y a pas la même force de frappe, en fait. Donc, il faut vraiment aller fouiller, regarder des livres, les vôtres ou autres, des documentaires, etc., pour savoir quelle a été la vérité. Mais c'est vraiment une question, je pense, de force de frappe, au-delà de l'histoire de vainqueur-vaincu. Je pense que c'est vraiment une histoire de force de frappe, parce que la France a perdu, elle est vaincue, mais son histoire, l'histoire par rapport à Haïti résonne plus que l'histoire haïtienne à Haïti. Oui, en fait, c'est-à-dire que l'histoire est un outil de puissance, c'est-à-dire qu'on peut être vaincu et faire croire par l'histoire qu'on est le vainqueur. Et c'est ça que la France a joué. Il a fallu attendre le début du XXe siècle, l'histoire socialiste de la Révolution française par Jean Jaurès, pour que pour la première fois on parle d'Haïti dans un livre d'histoire de France, et c'est Jean Jaurès qui le fait à ce moment-là. Mais tout au long du XIXe siècle, on a pas mal d'historiens haïtiens qui racontent effectivement cette victoire, qui la lie évidemment aux luttes anticoloniales en Afrique, avec Benito Sylvain, Anténor Firmin, qui déjà à l'époque parle de l'Égypte nègre. Donc il y a tout un travail qui est fait parce qu'on a un État, l'État d'Haïti, qui a posé un acte fondateur, la déclaration d'indépendance du 1er janvier 1804 avec Dessalines. Donc il y a une histoire qui s'écrit, qui est encadrée par un État, qui est répercuté dans une politique d'éducation où on enseigne donc aux enfants d'où vient en fait ce dont ils sont partie constituante. Donc ça c'est un premier élément, et tout au long du 19e siècle, l'histoire d'Haïti est vraiment censurée parce qu'on ne veut pas que cette histoire-là fasse boule de neige. Et donc elle va se développer dans des milieux subversifs, révolutionnaires, dans des luttes, parce que l'histoire c'est un instrument de lutte. Et elle va donner effectivement le panafricanisme. Pour moi, le panafricanisme, il est clairement né en Haïti en 1804. Et il va aussi faire effet au niveau des États-Unis, où l'histoire d'Haïti va être censurée pour éviter qu'elle qu'elle n'inspire d'autres personnes aux États-Unis. Et donc l'indépendance d'Haïti même n'est reconnue qu'à la veille de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc on gomme toute une histoire qui a été écrite sur le terrain. Il y a un autre élément, un autre pays dont on n'a pas parlé, mais dont il faut absolument parler, c'est évidemment le Cameroun, puisque là aussi on a une guerre au napalm, une guerre terroriste, il faut dire clairement les choses, qui a été menée par la France, c'est du terrorisme d'État, qui a été menée par la France au niveau du Cameroun avec un génocide. Et cette histoire-là également a été totalement censurée par la terreur que l'on instille dans la mentalité des populations. Donc la question de l'histoire, c'est vraiment, en plus d'être une force de frappe, c'est vraiment une question de force mentale. Quelle est la force mentale dont vous disposez pour vous relever ? Et le principe, c'est que lorsque l'on écrase votre histoire, vous êtes incapable de vous relever. Donc c'est vraiment un outil essentiel de résistance. Je voudrais ajouter sur Haïti, et c'est vrai, 220 ans, hein, là c'est le 220e anniversaire de la proclamation justement de la République, première République noire, République haïtienne. Juste dire que quand même, à la suite de cela, de cette liberté acquise par le combat, Haïti est rançonné. Et ça pèsera lourd dans son développement que les Haïtiens attendent encore aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque vous dites en Haïti, lorsque vous rappelez l'histoire, les gens te disent « Ouais, c'est vrai, mais nous, là, aujourd'hui, au quotidien, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un État, il faut que... » Et puisqu'on parle d'histoire, je trouve insultant, inacceptable que l'Union africaine n'ait pas fait d'Haïti un membre de cette Union africaine. Tu parlais de ce panafricanisme, et moi je suis entièrement d'accord. Lorsqu'on dit aujourd'hui aux jeunes, vous savez que le panafricanisme, il n'est pas né en Afrique. Hein. Il est né chez les Africains des Caraïbes, hein. Il est né là et d'Amérique du Nord. Et je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on écrit aussi l'histoire ? C'est à quel moment sommes-nous capables de dire ce qui doit être dit et de créer ces alliances-là ?
Et c'est pour ça, sur Haïti, il faut toujours rappeler que ce pays a été rançonné, que ce pays, entre l'occupation américaine de 1914-1915, les réserves d'or d'Haïti ont été pillées par les Américains. C'est-à-dire que c'est comment, à chaque fois, on ramène une nation à ce qu'il y a de plus primaire pour l'empêcher de se développer. Les Américains savent le faire, hein, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait un petit peu partout. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça sur Haïti. Je pense que c'est important de comprendre que, bon, là on parle de l'histoire, mais pour moi en tant qu'historien, le plus important à décoloniser, c'est la géographie. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire la manière dont le monde a été géographiquement construit par une pensée eurocentrée, une pensée coloniale, une pensée qui crée des centres et des périphéries, qui crée des métropoles et des colonies. Et on est toujours dans ce schéma-là qui s'est traduit sur le plan économique à travers des nouvelles formes d'esclavage, du néo-esclavagisme. Et je pense que la décolonisation de la géographie est très importante. C'est ce qui m'amène à toujours rappeler que le panafricanisme, c'est vraiment l'affaire de la diaspora et l'unité africaine, c'est la question du continent. Maintenant, juste pour rebondir tout à l'heure sur le wokisme, je pense que c'est aussi important de rappeler qu'il y a une histoire française du wokisme. Lorsqu'on parle de Cheikh Anta Diop, c'est déjà cette question qui se pose là. Le problème de la France, idéologiquement parlant, il est lié à la figure de Cheikh Anta Diop, la manière dont il a contesté l'égyptologie française au niveau de la Sorbonne, qui n'a pas été capable de réunir un jury pour étudier ces thèses qui allaient à l'encontre du présupposé des Occidentaux que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et pour moi, dans le wokisme tel qu'il est en France, c'est vraiment cette figure-là, cette référence qui est un peu dans l'inconscient français. Et on va effectivement chercher des modèles aux États-Unis, parce que la France est paresseuse, elle est intellectuellement paresseuse pour penser ses complexités, et puis surtout, elle veut détourner le regard de son histoire coloniale, d'où le fait qu'elle cible en fait les États-Unis en disant que ça vient des États-Unis. Et puis quand on va aux États-Unis, on se rend compte que eux, c'est la traduction de Cheikh Anta Diop, c'est la traduction de Fanon, c'est la traduction de Césaire, qui ont produit toute la pensée du Black Power, de la race, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une gêne de la France vis-à-vis de cet universalisme-là qu'elle a elle-même produit, qui n'est pas du tout équivalent à celui des États-Unis, mais qu'elle est incapable finalement de regarder en face aujourd'hui. Est-il nécessaire, je pose la question vraiment à tout le monde, moi je dis toujours qu'il ne faut jamais être dans le regard de l'autre, ce qu'il pense que nous sommes ou ce qu'il voudrait que nous soyons. Et le fait d'avoir, de s'étonner et de s'indigner peut-être même un petit peu, qu'Haïti ne soit pas, l'histoire d'Haïti, cette confrontation avec Haïti ne soit pas relatée de façon comme ça aurait dû l'être dans les livres d'histoire français. Moi, avec le temps, c'est une question qui ne m'intéresse plus de savoir comment l'autre a envie de raconter les choses. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que nous sommes, nous... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je suis désolé, lorsque Macron fait l'éloge de Toussaint Louverture, ça pose beaucoup de problèmes. Mais c'est justement, mais c'est ça. Nos figures, oui. Mais c'est ça. Non, mais c'est justement, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. À un moment donné, je ne veux plus accorder ni de crédit ni d'importance au regard de l'autre qu'il a sur moi et sur mon histoire. Ça ne mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un temps où certains de nos États veulent se libérer d'eux, et je trouve, nous on est dans une position différente, on est dans une position, même si je plaide pour qu'il y ait, qu'on crée un parti en France, enfin, il le sait, bref, mais aujourd'hui, ce sont les différents pays qui doivent écrire autrement, et qu'importe ce que l'autre... C'est pour ça, encore une fois, je vais revenir sur un autre combat, mais depuis plus de 20 ans, je dis, il faut que l'Afrique, à l'Union africaine, je dis aux uns et aux autres, et tu le dis à des chefs d'État qui ont un leadership, tu leur dis, il faut que l'Afrique ait une journée officielle de commémoration à la mémoire des millions d'Africains déportés et des victimes de la colonisation. Et tu ne comprends pas, et tu dis aux gens, comment se fait-il que vous acceptiez que la France, que les pays européens écrivent cette histoire, en tout cas, donnent leur point de vue sur cette histoire-là. Parce qu'on a quand même une loi, la loi de 2001, elle dit que l'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité, mais dans le texte, il n'est pas dit que la France a commis ce crime-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est normal. Et comment est-ce que nous, on n'est pas capable d'écrire cette histoire-là, et qu'importe ce que les autres disent? C'est un peu comme si l'Allemagne commémorait, rendait hommage aux victimes de la Shoah, et qu'Israël ne le fasse pas. On arrive doucement à la fin de notre entretien, je t'en prie, Oui, réponds, et chacun d'entre vous, je vous l'une invite des à répondre. difficultés, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire et on ne connaît pas l'histoire de nos adversaires, de ceux qui nous ont dominés, qui en plus écrivent la nôtre. Moi, je pense que l'un des enjeux les plus importants, stratégiquement parlant, c'est qu'en tant qu'Africains ou Afro-descendants, on soit aussi capable d'écrire notre vision de l'histoire de France, qui est totalement différente de celle qui est enseignée aujourd'hui dans les écoles ou les universités françaises. Je pense que c'est un enjeu qui est très important. Il n'y a
comment dire, qu'en Afrique, qu'il n'y a pas de centre d'études sur l'Afrique même. Donc là aussi, il y a un enjeu d'autocentrage ou d'afrocentricité qui est fondamental. Et en dernier lieu, l'histoire, c'est vraiment une chose très politique. Donc je pense il ne faut rien laisser au hasard. Ce n'est pas un hasard si l'histoire de Lumumba est totalement récupérée par des gens qui sont odieux, si l'histoire de Toussaint Louverture est récupérée par des esclavagistes des temps modernes. Donc il y a quand même un enjeu pour que notre histoire soit sanctuarisée. Dernier mot, messieurs. Ouais, moi, c'était pour rebondir sur la question de est-ce qu'on veut ou pas que, par exemple, la France raconte notre histoire. Je pense que le truc qui est très complexe aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de dire un peu au début de l'émission, c'est que nous, on est en tant qu'afro-descendants, moi, qui ai que les papiers français, par exemple, bah en fait, je suis obligé d'être attentif au fait que, à la manière dont la France raconte cette histoire, parce que je suis français et c'est mon histoire aussi de France. Et du coup, je suis attentif à la manière dont le Togo, la Côte d'Ivoire, d'autres pays dont je suis originaire racontent leur histoire, mais c'est pas là où j'ai grandi. J'ai envie de dire que les historiens de là-bas le font encore mieux et plus pertinemment que moi. Et moi, je suis obligé d'être focus sur la manière dont la France raconte mon histoire. D'autant plus que, comme tu disais, il y a toujours ce truc de répétition, de cycle de l'histoire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, comme on ne connaît pas l'histoire noire de France, on a l'impression d'être les premières générations de Noirs à se battre et à rencontrer les trucs. Mais, voilà. Ils se sont regardés. Je vous ai vu vous regarder. Mais sauf que nous, on a à chaque fois ce truc, et c'est là la question de la transmission. En fait, il y a toujours ce truc où le système colonial casse aussi les transmissions de cette histoire et fait qu'à chaque fois, on se retrouve à avoir l'impression de réinventer la poudre. Et je pense à deux figures que moi j'ai découvert hyper tard. Mais il y a Kouyaté qui était un grand, voilà, c'est ça. Un grand, qui s'est battu pour la question noire en France et qui est un personnage important dont on n'a quasiment aucune trace. Il y a aucun film, il y a rien qui permet de facilement découvrir son histoire. Et je pense aussi à Gaston Monerville, qui est un personnage hyper important et intéressant parce que autre chose. Mais oui. C'est ça, c'est deux extrêmes inverses. C'est-à-dire que donc Kouyaté, ça va être un homme noir qui est docker, etc., et qui va se mobiliser vraiment pour les droits des Noirs à l'époque coloniale. Et Monerville, ça va être celui qui est en fait l'homme le plus puissant au sommet de l'État, on va dire, puisque c'était sous la 4ème République, c'était pas le président, mais c'était le président du Sénat, si je me trompe. Exactement. Voilà, du Sénat. Et c'est un homme noir, en fait. Et pendant plus de 10 ans, c'est un homme noir qui est l'homme le plus puissant politiquement, entre guillemets, de la France. Institutionnellement de la France. Et ça, on le connaît pas. Et je me dis, si on connaissait ces trucs-là, on comprendrait que y a toute une histoire noire avec le pire, le moins pire, et qu'on peut apprendre de leurs erreurs, de leurs réussites, surtout de leurs erreurs, en fait. Lenny? Ça me fait penser, quand tu viens de parler de ça, ça me fait penser, c'est dingue, parce que quand on regarde aujourd'hui, dès qu'on voit un homme noir qui est politisé ou une femme noire qui est politisée, on dirait que c'est le premier. Genre, Christiane Taubira, c'est la première femme noire. Alors en fait, tu te dis, mais comment c'est possible que dans les années 50, 60, on ait des ministres en France qui soient noirs et ça a l'air de choquer personne, et qu'aujourd'hui, dès qu'on en nomme un, ne serait-ce qu'un quand on a Pape Ndiaye. Ouais, Pape Ndiaye, c'était j'ai l'impression que c'était Obama. Ouais. Et tu fais, mais non, c'est pas nouveau. Pourquoi aujourd'hui l'histoire se répète? C'était bien une république coloniale, assimilatrice. Il y a beaucoup de choses problématiques à ce niveau-là. Et je veux juste revenir sur ce que vous avez dit sur la guerre du Cameroun, guerre terrorisme napalm. Souvent, on oublie aussi, et moi, c'est une histoire que j'ai appris il y a pas longtemps, la guerre du Rift. Tu te dis, attends, le gazage et tout, c'est là. Comment on apprend ça que maintenant? C'est que bien qu'à un moment, dans l'histoire, il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, cette partie de l'histoire, c'est pas obligé de la raconter. Je rajouterai à vos propos Blaise Diagne, qui est un homme politique français né le 13 octobre. Voilà. Mais bon, après, c'est controversé. Oui, il y a une histoire aussi très controversée. On pourrait. Oui, il y a Félix Eboué. C'est ça, exactement. C'est vrai que je dis le pire et le meilleur. Genre assimilationniste. Mais Blaise Diagne, oui, parce que c'est celui quand même qui recrute pour aller combattre sur les champs de bataille d'Europe. Mais Félix Eboué disait il faut jouer le jeu. Voilà. Non, parce que sinon on comprend pas des personnages comme genre Tanguy David ou des trucs comme ça aujourd'hui. Mais si tu vois qu'il y avait déjà des personnages comme ça à l'époque, tu comprends aussi qu'il y a toute une pensée de l'assimilation. Bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est dans l'histoire, il y a un certain machiavélisme qui nous fait porter à nous-mêmes le bâton pour nous battre nous-mêmes. C'est ça. Vous savez qu'on va faire une seconde partie, vous le savez là. Ceux qui me connaissent le savent. Hamza, j'espère que tu seras disponible, car voilà, Claudie, sur ce même thème, parce que nous n'avons pas fini. J'ai plein de questions à vous poser et c'est pas fini. Franck et Audrey, le dernier mot.
Non, moi, j'ai rien à ajouter, en tout cas. J'ai tout dit, hein, je pense. Même, moi, je dirais que faut pas se priver des luttes sur tous les fronts. Et que, effectivement, que ce soit de manière individuelle ou collective, il faut que ça nous ressemble. Et que, justement, on participe plutôt au collectif plutôt que à l'inverse, quoi. Parce que ce système-là, il est vraiment lourd. Attention au wokisme. Hein. Je dis toujours bâtir un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et je suis d'accord avec Sum lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, lui, il appartient à ce pays-là. On est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Et donc, dans ce pays-là, il est temps que chacun comprenne qui est qui, et que la France a une histoire particulière, et donc il va falloir qu'elle accepte que l'histoire s'écrive différemment que ce que le vainqueur voudrait. Nous sommes les plus puissants, tu dois t'assimiler. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette question-là. Et puis, tu disais justement sur cette répétition permanente. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que les choses ne se répètent pas, parce que l'histoire, effectivement, est éminemment... elle est importante, elle est essentielle au cœur d'une nation. Déjà, nos pays d'Afrique où nos peuples ont perdu leur langue, et dans la langue, c'est là où il y a la force de l'identité, quand tu perds ta langue. Donc t'imagines les difficultés pour se reconstruire ou pour se construire dans un monde occidentalisé, pas un monde mondialisé. Et moi, je pense qu'il faut en passer par l'organisation d'un pouvoir politique, d'un mouvement citoyen qui soit dans l'arène politique, qui sera qualifié de communautaire, de ce que l'on veut, mais qu'importe. La France étant un pays de citoyenneté, je reviens sur les fondamentaux même de cette nation, la France est un pays de citoyenneté et non de communauté, donc les gens qui se rassemblent, ils sont d'une seule et même nationalité. Donc, et moi je pense qu'il est important, c'est la seule façon pour nous de peser au regard des échéances politique, 2026 les municipales, 2027 la présidentielle et les législatives, et la droite conservatrice arrivera au pouvoir, ou alors en tout cas ce sera l'extrême droite. Moi je pense que ce sera l'extrême droite. Et si jamais nous sommes à ce moment-là encore dans cette idée de répétition, disant mais ah oui mais moi je fais, oui mais d'autres n'ont pas fait, si d'autres ont fait aussi avant toi, si on n'est pas capable d'unir des forces, de créer le rapport de force politique, pas pour créer un parti politique de gouvernement, mais un parti politique qui va réellement faire comprendre à cette France que nous sommes présents, que nous sommes puissants, et qu'aujourd'hui l'histoire ne s'écrira plus sans nous, et nous n'écrirons pas l'histoire de ce pays-là dans des caves, sur des plateaux, dans des studios, mais nous l'écrirons au grand jour et sur la place publique. Avant qu'Audrey prenne la parole et que Hamzat conclue, ce que tu dis fait écho à cette loi sur l'immigration La loi de l'immigration est une loi aussi unique que la loi contre le séparatisme et le communautarisme, contre la suppression de François. Tout ça, tout ça s'inscrit dans une logique. Je ne vais pas aller trop loin sur la question politique, parce que comme vous savez, je connais bien Macron, et là, c'est une grande déception. Pour moi, je ne pensais pas qu'en 2017, cet homme serait ce qu'il est aujourd'hui en 2023. Comme j'aime bien dire, comme Mitterrand l'a fait jadis... Non mais je suis d'accord avec toi, tu sais pourquoi? Parce que le premier gouvernement de Macron, la seule personne originaire d'outre-mer afro qu'il nomme, c'est Laura Flessel, et Laura donc sportive et tout cela. Donc non mais c'est très important à la jeunesse et au sport. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, le seul afro qu'il nomme, c'est Roger Bambuc, ancien athlète. Et donc, il le nomme justement à la jeunesse et au sport. 1981-2017. Alors qu'entre-temps, certains présidents ont quand même fait mieux en nommant des femmes et des hommes à des postes importants. Voilà, c'est dire à quel point, dès ce moment-là, on aurait dû comprendre que cet homme est un homme déjà du passé, malgré sa jeunesse. Voilà, je voulais évoquer aussi cette stratégie de vouloir récupérer des voix extrêmes, c'est-à-dire faire monter les extrêmes afin d'être face à ces extrêmes et pouvoir gagner. Mais comme j'aime bien dire... Vous voulez vous brûler les doigts sans vous brûler à peine. Moi, je connais l'intérieur, c'est pas du tout ça. Non, mais il n'a pas de stratégie sur ça. En réalité, autour de lui, il y a des gens, ils sont convaincus de ça. Aujourd'hui, on n'est plus sur des questions, sur des idées de l'extrême droite débattues. Aujourd'hui, les idées d'extrême droite sont au cœur de la politique française et au cœur de l'exécutif et dans les décisions prises par l'exécutif. Non, on est vraiment avec des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Ça, c'est un débat que tu dois organiser. Exactement, ça va. J'ai compris.
Conclure. Pour moi, raconter l'histoire, c'est quelque chose d'existentiel, c'est quelque chose d'essentiel, mais il faut pas oublier que pour moi, l'histoire, elle est amnésique et elle est ingrate. Voilà comment je conclue. Hamzat. L'histoire, c'est une richesse. Donc, si vous n'avez pas d'histoire, vous êtes dépouillé de beaucoup de choses. Et comme toute richesse, elle constitue un capital. Quand j'écoute Someboy qui dit qu'effectivement il ne connaît pas, il y a un vrai problème de capitalisation parce qu'on a une très longue histoire, mais qu'on n'a jamais réussi à penser de manière cumulative, de manière inter ou transgénérationnelle ou même transsectorielle. Et donc c'est un vrai chantier dans lequel on doit trouver les fameuses armes miraculeuses dont parlait Aimé Césaire, les outils sans lesquels on n'ira nulle part. Donc je pense qu'il est impossible de constituer un quelconque mouvement, une quelconque communauté, une quelconque citoyenneté si on ne fait pas un travail sur l'histoire. Et dans notre cas, elle doit être fondamentalement panafricaine. Ça, c'est un enjeu qui est très important. C'est très important d'inclure la Martinique, la Guyane, enfin tous ces territoires-là. La Guadeloupe. La Guadeloupe, évidemment, qui sont encore dans un prisme colonial, dans une histoire républicaine qui est une histoire de pression et de domination. Je pense que c'est très important de comprendre que cette histoire-là, elle est vraiment au centre du jeu. Si on a ces idées d'extrême droite qui fleurissent, c'est parce qu'on a beaucoup d'historiens d'extrême droite qui sont soutenus, qui sont lus, qui sont partagés, qui sont visibilisés. Et donc, il revient aussi à nos médias afro de visibiliser des quelques historiens qui essaient de contrebalancer les choses parce que sinon, on ne va pas y arriver. Vous êtes conviés à une seconde partie. Une convocation grignoise vous sera envoyée. Seconde partie dans laquelle nous aborderons des éminents historiens tels que Cheikh Anta Diop, dont la plupart de ces théories, notamment celles concernant l'Égypte ancienne, sont démenties par la recherche moderne et rejetées par le monde. Des thèses. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, des thèses, exactement, des thèses rejetées par le monde scientifique et historique moderne, bien qu'ils trouvent un lectorat auprès de la nouvelle culture afrocentriste. Pas qu'un lectorat, il y a d'autres chercheurs qui vraiment s'appuient sur ces travaux en rappelant que Cheikh Anta Diop, au départ, voulait être ingénieur aéronautique. C'est quelque chose qui est très important. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse cette deuxième partie, parce qu'il faut qu'on évoque, il faut qu'on en évoque d'autres. Je vous remercie, jeunes gens. Merci beaucoup. Merci.